Construire un feu de Jack London, 2e épisode. De temps à autre, la conscience lui revenait qu'il faisait très froid, qu'il n'avait jamais connu pareil froid. Tout en marchant, il se frottait les pommettes et le nez avec le dos d'une moufle. C'était un geste machinal, et il changeait de main régulièrement. Mais il avait beau frotter, dès l'instant où il s'arrêtait, ses pommettes s'engourdissaient. Et l'instant d'après, le bout de son nez s'engourdissait. Il était certain que ses joues allaient geler. Il le savait, et eut un spasme de regret à l'idée de ne s'être pas fabriqué un cache-nez du genre de celui que portait Bud par grand froid. Un tel cache-nez passait aussi devant les joues et les protégeait. Et peu importait, après tout. Qu'était-ce que des joues gelées? Un peu douloureux, rien de plus. Ce n'était jamais bien grave. Si vite qu'il eut l'esprit, l'homme observait avec une attention intense les divers aspects du ruisseau. Ses méandres et ses crochets, ses amoncellements de bois mort. Et toujours il surveillait avec soin les endroits où il posait les pieds. À un moment, juste après une courbe, il broncha soudain, tel un cheval effrayé, s'éloigna de l'endroit où il venait de marcher et recula de plusieurs pas sur la piste. Le ruisseau, il le savait, était gelé jusqu'au fond. Aucun ruisseau ne pouvait contenir d'eau dans cet hiver arctique. Mais il savait aussi qu'il existait des sources qui jaillissent des berges et couraient sous la neige, par-dessus la couche de glace. Il savait que même lors des plus grands froids, ces sources ne gelaient pas, et il en connaissait le danger. C'étaient des pièges. Elles cachaient sous la neige des mares qui pouvaient être profondes de 3 pouces ou de 3 pieds. Parfois une pellicule de glace les recouvrait, épaisse d'un demi-pouce, et à son tour recouverte de neige. Parfois des couches d'eau alternaient avec des couches de glace, de sorte que, si l'on passait à travers, on continuait à s'enfoncer quelque temps et en se mouillant parfois jusqu'à la taille. C'est pourquoi il avait été saisi d'une telle panique. Il avait senti le sol céder sous son pas et entendu craquer de la glace dissimulée par la neige. Et se mouiller les pieds avec une telle température, cela signifiait ennui et danger. Au mieux, cela signifiait retard, car il serait obligé de s'arrêter pour construire un feu, et, sous sa protection, de faire sécher ses bas et ses mocassins. Il s'arrêta, étudia le lit du ruisseau et ses berges, et conclut que l'eau coulait de la droite. Il réfléchit un instant, tout en se frictionnant le nez et les joues, puis fit un détour par la gauche, en marchant avec précaution et en s'assurant de chaque pas. Sitôt hors de danger, il s'offrit une nouvelle chique et reprit son allure de 4 miles à l'heure. Au cours des 2 heures qui suivirent, il rencontra plusieurs de ces chausses-trappes. Habituellement, la neige avait au-dessus de ces mares cachées un aspect un peu affaissé, comme cristallisé, qui annonçait le danger. Une seconde fois pourtant, il n'en invita une que de justesse. Et une autre fois encore, devinant un risque, il obligea le chien à passer le premier. Le chien ne voulut pas y aller. Il refusa jusqu'à ce que l'homme le pousse en avant, et alors il se hâta de traverser la surface blanche et lisse. Soudain il s'enfonça, pataugeant vers la rive, et réussit à reprendre pied sur un sol plus ferme. Il s'était mouillé les pattes de devant, et presque aussitôt l'eau commença à s'y transformer en glace. Le chien s'efforça rapidement de se lécher les jambes, puis, se laissant tomber sur la neige, se mit à mordre la glace qui s'était formée entre ses doigts. C'était une affaire d'instinct. Tolérer là cette glace lui vaudrait des pieds blessés. Il ne le savait pas. Il ne faisait qu'obéir à une injonction mystérieuse, montant du plus profond de son être. Mais l'homme savait, ayant pu se former une opinion en la matière, et il ôta la moufle de sa main droite afin d'aider le chien à arracher sa patte des particules de glace. Il n'exposa pas ses doigts plus d'1 minute et fut étonné de la vitesse à laquelle ils s'engourdirent. Oui, certes, il faisait froid, il réenfila sa moufle en hâte et se frappa sauvagement la main contre le torse. À midi, le jour atteignait son apogée. Le soleil se trouvait néanmoins trop au sud, sur sa route hivernale, pour franchir l'horizon. La courbure de la terre s'interposait entre l'Astre et Anderson Creeks, où l'homme marchait sans ombre, en plein midi, sous un ciel clair. À 12h30, à la minute près, il atteignit la fourche du ruisseau. Il était satisfait de son allure. S'il la maintenait, il aurait certainement rejoint les autres à 6 heures.
Il déboutonna sa veste et sa chemise pour prendre son déjeuner. Ce geste ne lui prit pas plus d'un quart de minute, mais ce bref instant, l'engourdissement s'empara de ses doigts dénudés. Au lieu de remettre sa moufle, il se frappa fort les doigts une douzaine de fois contre la jambe. Et puis il s'assit pour manger sur un tronc enneigé. La morsure provoquée par le choc des doigts contre la jambe cessa si rapidement qu'il en fut surpris. Il n'avait pas eu le temps de mordre dans un biscuit. Il recommença de se battre les doigts, remit sa moufle et sortit son autre main dans le but de manger. Il tenta de prendre une bouchée, mais sa muselière de glace l'en empêcha. Il avait oublié de construire un feu pour se déjeuner. Il gloussa de sa sottise et, tout en gloussant, remarqua l'engourdissement qui était en train de gagner ses doigts découverts. Il remarqua aussi que la piqûre qu'il avait d'abord sentie dans ses orteils lorsqu'il s'était assis était en train de passer. Il se demanda si ses orteils étaient chauds ou gourds. Il les remua dans ses mocassins et conclut qu'ils étaient gourds. Il remit hâtivement sa moufle et se leva. Ah, il avait un peu peur. Il battit des pieds jusqu'à ce que la sensation de piqûre y revienne. C'est sûr qu'il fait froid, pensait-il. Ce type de Sulphur Creek avait dit vrai quand il avait raconté combien il pouvait faire froid parfois dans ce pays. Et lui en avait ri sur le moment. Ça montrait bien qu'il ne fallait être trop sûr de rien. Pas d'erreur, il faisait froid. Il continua d'aller et venir, en tapant des pieds, en battant des bras, jusqu'à ce que la chaleur recouvrait le rassure. Alors il sortit ses allumettes et entreprit de faire un feu. Il trouva du combustible dans le sous-bois où les crues du dernier printemps avaient entassé une provision de branches mortes. En commençant avec prudence, petitement, il obtint bientôt un brasier ronflant, devant lequel il fit fondre la glace de son visage et sous la protection duquel il mangea ses biscuits. Pour le moment, le froid de l'espace était vaincu. Satisfait du feu, le chien s'était étendu assez près pour profiter de sa chaleur, assez loin pour éviter d'avoir le poil roussi. Quand l'homme eut fini, il bourra sa pipe et s'accorda le temps de la fumer à l'aise. Puis il remit ses moufles, appliqua fermement sur ses oreilles les rabats de sa casquette et s'engagea sur la piste qui longeait la branche gauche du ruisseau. Le chien déçu regardait le feu avec regret. Cet homme ne savait rien du froid. Peut-être toutes les générations de ses ancêtres avaient-elles été ignorantes du froid, du vrai froid, d'un froid de 107 degrés au-dessous du point du gel. Mais le chien savait, toute son ascendance savait, et il en avait hérité ce savoir. Il savait qu'il n'était pas bon de se trouver dehors par un froid aussi terrible. C'était le moment de se blottir au fond d'un trou dans la neige et d'attendre qu'un rideau de nuages se déploie devant l'espace infini d'où venait ce froid. D'autre part, il n'existait aucune réelle intimité entre le chien et l'homme. L'un était l'esclave de l'autre, et les seules caresses qu'il n'eût jamais reçues étaient celles du fouet et des grondements rudes et menaçants qui annonçaient le fouet. Le chien ne fit donc aucun effort pour communiquer à l'homme son inquiétude. Il ne se souciait pas du bien-être de l'homme. C'était pour son propre bien qu'il regrettait le feu. Mais l'homme siffla et fit parler le fouet, et le chien revint se mettre sur ses talons et le suivit. L'homme mordit un nouveau morceau de chic et commença de se fabriquer une nouvelle barbe d'ambre. En outre, son haleine humide eut vite poudré de blanc sa moustache, ses sourcils et ses cils. Il ne semblait pas y avoir autant de sources sur la branche gauche du Henderson, et pendant une demi-heure, l'homme n'en vit aucun signe. Et puis cela arriva. À un endroit que rien ne distinguait, où la neige lisse et régulière paraissait garante d'un sol ferme, l'homme s'enfonça. Alors ce n'était pas profond. Il se mouilla les jambes à mi-mollet, avant de gagner tant bien que mal la surface dure. Fin du 2e épisode. À bientôt et prenez soin de vous.